On aborde tout de suite notre dernier échange quand l'innovation apporte des solutions à la crise financière qui touche l'hôpital. Merci de réserver un accueil à la hauteur au Dr Thierry Houzelstein et à Christian Aknin. Dr Thierry Houzelstein, bonjour, vous êtes le directeur médical de la MACSF. Plutôt bonsoir. Christian Aknin, bonsoir, vous êtes directeur général de Santé Claire. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation dans le contexte de tension de l'hôpital qu'on a peut-être un peu évoqué ces minutes précédentes. Tout au long de cette soirée, l'innovation émerge comme une piste très prometteuse. On va parler des dispositifs innovants. Vous dites d'ailleurs, Thierry, que certains dispositifs innovants, dont les dispositifs médicaux, contribuent à limiter les coûts pour la Sécu. Comment ça se passe ? Ça se passe d'une façon assez simple. L'idée chez MACSF, c'est d'investir dans des dispositifs innovants. On parlait beaucoup d'innovation tout à l'heure. Beaucoup de dispositifs médicaux innovants qui vont permettre d'améliorer les soins, de réduire, par exemple, les durées d'hospitalisation. Pour vous donner un exemple, on a investi dans une petite start-up qui a fait parler d'elle cette semaine, qui s'appelle RDS, qui commercialise un petit capteur qui se place au niveau de la nuque et qui permet une sortie plus rapide d'un patient d'un service de réa ou d'une SSPI. Voilà. Donc des journées d'hospitalisation en moins, un petit peu d'économie pour l'hôpital et la sécurité sociale. Et très clairement, c'est un modèle que l'on pousse depuis quelques années, depuis 2017-2018. Un exemple précis. On va reparler assez souvent des startups. De votre côté, Christian, les principaux enjeux d'optimisation de l'efficience hospitalière au sens large pour vous, votre analyse en tant que Santé Claire, c'est quoi ? Sur quoi on peut agir ? Alors nous, on travaille aussi avec cet enjeu de respecter la pertinence et la qualité des soins. Et tout l'écosystème qu'on a développé, justement, s'emboîte dans les garanties des contrats. Et notamment sur la partie garantie hospitalière, c'est toute la partie orientation, accompagnement et puis pertinence du soin au bon moment. Alors on s'appuie sur des outils comme le classement des hôpitaux, mais on s'appuie également sur des outils numériques très innovants qui permettent d'améliorer cet accès aux soins. Alors même question, vous avez des outils d'orientation. En quoi ils permettent de proposer des alternatives au recours aux urgences ou peut-être de raccourcir justement aussi les soins ? Ah bien, par exemple, on a des outils très innovants, notamment qui s'appuient sur l'IA, des outils d'analyse de symptômes qui permettent d'avoir un état des lieux assez précis sur les symptômes qui sont ressentis par une personne. Et dans nos parcours qui sont chaînés, on oriente soit parfois vers de l'automédication, soit vers la médecine de ville, soit vers une téléconsultation, voire parfois vers les urgences. Avec vous, Thierry, on va parler start-up. On l'a dit, dans les start-up santé, vous dites qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais qu'est-ce qui bloque ? Parce que là, vous nous donnez un exemple, c'est super. Qui a bien fonctionné, qui fait Mais le terrain n'est pas aussi... C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. J'ai donné un exemple qui collait bien évidemment à l'économie au niveau des soins. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus malheureusement, parce que le parcours est semé d'embûches. Chez MACSF, on travaille beaucoup avec tout un tas d'incubateurs et puis d'environnements de start-up qui ont souvent de très très bonnes idées, indiscutablement sur le plan technique, sont vraiment des choses très intéressantes, parfois un petit peu décalées de la réalité du terrain. Alors je m'explique, l'idée technique est bonne, il n'y a pas de souci. Par contre, le déploiement et l'intégration et l'utilisation par les professionnels de santé, là parfois il y a un delta qui est tellement important que la solution n'arrive pas. Et puis il y a bien évidemment, mais je pense qu'on en reparlera, il y a le sujet du financement. Ces startups sont souvent poussées au départ par un petit peu d'argent d'amis ou de famille, ensuite un petit peu d'aide publique, notamment BPI, et puis quand il faut aller au-delà... Il y a la vallée de la mort, il y a le gap. Ouais, il y a la vallée de la mort, très clairement, et avant d'arriver à l'industrialisation, c'est quand même un petit peu long, et là, malheureusement, c'est souvent le mur pour certaines. Et pourquoi il n'y a pas plus de médecins ou de professionnels qui développent des startups ? Alors, je pense, au contraire, je trouve qu'il y en a de plus en plus, et j'en suis ravi. Il y a pas mal de facultés maintenant, de facultés de médecine qui ont des partenariats avec des écoles d'ingénieurs, notamment les mines, pour ne pas les citer. Et on voit de plus en plus de médecins entrepreneurs. Et alors, en tant que médecin, je suis particulièrement ravi que des confrères se lancent dans ces solutions, parce qu'ils ont la lecture technique, ou en tout cas l'utilisation potentielle de cette solution
dans leur écosystème. Ce qu'il faut dire, il faudrait être et médecin et ingénieur. Il faudrait une double formation. Je pense que en tout cas, les jeunes générations sont très très appétentes pour aller sur ces doubles cursus. Et en tout cas, chez MACSF, on les incite bien évidemment à élargir leur champ d'application. Alors, oui, de votre côté, Christian, pardon. Des exemples concrets pour montrer l'efficacité des outils qui ont été en place. Dites-nous un peu comment la techno... pour pas qu'on verse non plus dans le technosolutionnisme, mais il y a des choses quand même très intéressantes et vraiment des pistes à creuser. Alors oui, c'est comment vivre avec la technologie, et puis comment la technologie, finalement, sauve des vies aussi. Alors pour être très concret, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une personne qui revient d'un voyage en Amérique du Sud et qui, en arrivant, sent une douleur à son mollet et n'y prête pas attention. Il laisse passer 2-3 jours. Et un dimanche soir, il se dit c'est bizarre, j'ai aussi un peu de mal à respirer. Et il se rappelle qu'il a, au travers des outils que nous mettons à disposition, cet outil d'analyse de symptômes qui est développé par ADAHELS, qui est un dispositif médical de niveau 2A. Et il renseigne... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est reconnu en tant que tel comme un dispositif efficace et qui répond à un certain nombre de critères. Alors je ne vais pas rentrer dans toute la nomenclature, je vous lasserai. Et donc... il prend cet outil, alors il le prend peut-être en souriant au départ ou en se rappelant que c'était efficace, parce qu'on a des vrais sujets de communication. Et à la fin, l'outil lui dit « allez immédiatement aux urgences ». Alors, un peu têtu, il est toujours dans notre environnement. Je vais ma conduite par un smartphone. Absolument, je vais attendre demain. Fais-moi le patron, je vais attendre demain, ou même je vais faire autre chose. Je vais faire une téléconsultation. Donc, il rentre dans l'environnement en santé claire, il fait sa téléconsultation. Et le médecin en ligne lui dit « écoutez, monsieur, allez immédiatement aux urgences ». Donc 2 fois, là, il va aux urgences, et aux urgences, on le prend, il donne sa fiche de prédirect qui avait été faite par l'outil, il informe qu'il a également fait une téléconsultation, et on le prend en charge. Il était en train de faire un début d'embolie pulmonaire, il a été hospitalisé, il est resté 5 jours. Ce dimanche soir, s'il s'était couché sans être accompagné par cet outil, je ne sais pas s'il se serait réveillé le lundi matin. Donc, oui, la technologie ne répond pas à tout. En revanche, elle aide, elle accompagne, et on a un vrai sujet de communication. J'aimais bien M. Ponce tout à l'heure qui disait qu'on était mou. C'est vrai qu'à un moment, il faut arrêter d'être mou, assumer cette technologie, et puis ça fait partie de l'évolution de la société. Je regardais, avant de venir, tout ce qui a été imagerie, regardez les progrès qu'on a fait entre le siècle dernier et aujourd'hui. En un siècle, c'est absolument phénoménal. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement rentré dans les mœurs et assumé. Je pense que toutes les technologies aujourd'hui, et je pense qu'il y a de plus en plus de médecins qui sont aussi partants pour construire des startups qui peuvent être des startups d'innovation organisationnelle. On investit, nous aussi, chez Santé Claire, dans des sociétés comme Téméo, qui permettent d'avoir des rendez-vous rapides, mais qui permettent de réduire les délais d'accès aux soins. Je vous voyais tout à l'heure dans le film qui était à l'écran, 56 jours de délai moyen pour arriver à avoir un rendez-vous en ophtalmologie. Eh bien, on essaie toujours de faire mieux et de le faire en moins de 15 jours. Alors, vous parlez du 21e siècle. Vous dites aussi que le modèle de contrat santé doit évoluer pour intégrer les nouvelles technologies. Vous appelez ça un contrat santé augmenté ? Oui. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que ce sera plus cher ? Alors, on est déjà prêt. On le fait déjà avec Santé Claire et on accompagne un peu plus de 10 millions de Français. Et un contrat santé augmenté, c'est le mot qu'on a trouvé pour rendre les choses simples. C'est-à-dire qu'on a mis des mois. Il faudrait un séminaire de 3 jours pour raconter tout ce que nous faisons et expliquer ça aux adhérents, aux patients. Et c'est d'une complexité sans nom. Donc on a ce contrat santé augmenté. C'est un contrat qui intègre les garanties qui sont très normées, très cadrées, qui se ressemblent toutes. Un contrat responsable. On a appris à 50 centimes, 1 euro près, on va être à peu près tous pareils. Et derrière, il y a tout un écosystème de garanties à forte valeur ajoutée qui font vivre les domaines et qui améliorent la pertinence, la qualité et l'accompagnement des adhérents dans le système de soins. Alors après, quand on parle d'innovation, parfois on fantasme, on imagine des trucs très techno, un peu science-fiction. Vous souhaitiez de votre côté, Dr Houzelstein, mettre en avant 3 startups. Par exemple, une start-up qui transmet et sécurise des échanges de documents entre les établissements de santé et les professionnels de santé. C'est pas sexy, mais ça marche.
Non, c'est pas sexy du tout. C'est même le b.a.-ba. On devrait tous les soignants devraient avoir cette idée en tête. Chez MACSF, comme vous le savez, on assure des professionnels de santé. On en assure plus d'1 million. Et chaque année, malheureusement, on a des gags, entre guillemets, ou des complications parce que mon résultat d'examen n'est pas arrivé chez le médecin pour des raisons X ou Y, ou alors il a été classé par erreur. Il y a une start-up qu'on soutient depuis très très longtemps qui s'appelle Lifun, qui fonctionne extrêmement bien et qui sécurise complètement cette transmission, qui évite des erreurs, qui permet là aussi un gain de temps pour le patient à qui survient un problème de santé, qui a une anomalie biologique ou une anomalie sur un bilan ANAPAT par exemple, et ça sécurise les soins. Et là, on est complètement raccord avec la raison d'être chez MACSF. Alors, on a vu tout à l'heure que les radiologues avaient passé une mauvaise soirée. Vous avez une solution d'IA. On associe, nous, le grand public, facilement l'IA et la radiologie. On se dit, ils doivent détecter mieux, c'est plus efficace. Ouais. Comment on fait pour faire, là encore, le meilleur des deux mondes, sachant que j'imagine qu'il y aura aussi un problème d'acceptabilité. Il faudra quand même qu'il y ait un radiologue au final pour... Ouais, sur la radio, alors, les radios ont les oreilles qui ont sifflé un petit peu ce soir, mais bon. La radiologie est, de mon point de vue, la spécialité qui intègre le plus ou de la meilleure façon toutes ces évolutions techno, notamment d'IA, avec bien évidemment une capacité à détecter très rapidement des anomalies. On dit globalement qu'une imagerie analysée avec de l'IA fait gagner à peu près un tiers du temps d'analyse de cette image pour des radios standards. Donc, soit le radiologue, effectivement, pendant ce temps-là, fait autre chose, pourquoi pas, alors qu'on manque quand même dans certaines régions de radiologues, soit ça peut servir de base à une autre organisation de la radiologie. S'il gagne du temps, ça veut dire qu'il peut voir plus de patients. Alors, on peut considérer effectivement qu'il voit plus de patients. Pendant ce temps-là, il peut aussi faire d'autres choses. Si on déroule l'histoire, de plus en plus, la radiologie penche vers la radiologie interventionnelle. Comme vous le savez, le radiologue a un petit peu tendance à remplacer dans certaines indications une activité chirurgicale. C'est l'évolution naturelle. On peut imaginer que pendant ce temps libéré, le radiologue va traiter autre chose. Alors, on ne répond pas à la question financière du radiologue, ce ne sont pas mes propos. Je dis simplement que l'innovation technologique peut permettre une nouvelle organisation qu'il faut, à mon avis, intégrer bien évidemment dans les financements et puis un plan d'orga plus général. Et là, je rejoins également M. Pons sur cette notion de coût d'accélérateur nécessaire sur l'organisation. On continue avec les innovations du côté de Santé Claire. Vous parlez, quand on a échangé en amont de cet événement, de la modélisation 3D qui améliorerait la planification chirurgicale, l'efficience des blocs, la réduction des coûts. C'est la panacée. Comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? C'est une start-up qui s'appelle Visible Patient Lab, que certains connaissent, qui est une start-up qui a été fondée par le professeur Solaire. Et c'est une start-up que nous accompagnons depuis maintenant 5-6 ans. Et cette start-up modélise les organes mous et c'est une sorte de GPS pour le chirurgien pour aller ensuite opérer dans les meilleures conditions. Alors comment ça marche ? Je viens de le dire, mais qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte de la chance, ça apporte beaucoup de bénéfices aux patients. Et j'ai échangé juste avant de venir sur un rapport qu'il était en train de finaliser et il m'expliquait que sur les injections sur les scanners injectés des poumons, il y avait des gains qui étaient absolument remarquables, notamment sur les suites post-opératoires, avec tous les risques qui étaient associés. Et son étude venait d'être terminée. Et ils étaient quasiment à 5 millions d'euros de gains, entre 2 et 5 millions selon les cas, en fonction de la complexité qu'il pouvait y avoir dans les suites opératoires. Et puis pour vous donner également des chiffres qui parlent et qui font qu'à un moment, il y a un enjeu à ce que le régime obligatoire s'empare de ces sujets de remboursement. Et on a un sujet aussi de vitesse et d'observation de ces startups qui parfois meurent avec leur idée géniale. C'est un deuxième résultat que je partage avec vous, c'est que la réduction des délais d'hospitalisation qui passe de 12 à 9 jours quand on voit le coût en réanimation ou le coût d'une manière générale d'un lit à l'hôpital. Et enfin, sur une chirurgie du côlon, on avait des suites qui étaient des suites de chirurgie et de récidive qui étaient 18,4% dans ces études. Et après l'utilisation de technologie, ils observent 0%. Donc ça doit nous parler à tous. Et finalement, quand on a ce type de pathologie,
il est important d'avoir les bonnes technologies pour nous accompagner et avoir des suites post-opératoires et le maximum de chance. Mais la question qui fâche, Christian Akna, c'est ça doit coûter cher tout ça. Comment ça se passe? Comment on fait pour mutualiser? C'est une blague avec les mutuelles, mais alors, comment on met à disposition de plus grand nombre, sachant qu'on a des gros soucis de financement globalement? Alors aujourd'hui, c'est pris en charge, nous prenons en charge, nous, chez Santé Claire, tous les cas qui nous sont soumis. Donc ce sont des cas à chaque fois qui coûtent entre 500 et 600 euros. Je crois que c'est 550 euros. Je regarde le docteur Garay qui me fait un signe, voilà, qui me dit c'est ça. Et donc nous prenons en charge ces patients. Ce sont les équipes médicales qui traitent les dossiers, qui voient lorsque la carte de tiers payant apparaît avec le logo Santé Claire. Ils savent que c'est pris en charge. Et dans ce cas-là, nous sommes les financeurs de ces technologies. Même question pour vous, docteur Ouzelstein. Qui va payer pour toutes ces solutions innovantes? Les organismes sociaux, les mutuelles complémentaires, le patient? C'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre parce que ces solutions coûtent un petit peu d'argent, vous l'avez compris. Certaines assurances, certaines mutuelles investissent pour accompagner, pour lancer. Mais ensuite, est-ce que c'est intégré dans une prise en charge parce qu'on considère que l'utilisation, par exemple, d'une solution IA pour la radiologie améliore la prise en charge? On détecte plus vite, donc on traite mieux, plus vite, plus rapidement. Donc par conséquent, on peut intégrer cette solution dans la prise en charge CPAM ou par la sécurité sociale, ou par les mutuelles, le reste à charge. On a testé plusieurs intégrations dans la mutuelle complémentaire et de nombreuses startups viennent nous voir en s'imaginant ou en imaginant qu'une mutuelle complémentaire peut offrir telle solution d'emblée. Ils sont toujours très déçus, bien évidemment, parce qu'il y a une espèce de fantasme sur ce que peut faire ou pas une mutuelle complémentaire entre accompagner un financement, un investissement, et puis intégrer le produit directement dans la cotisation mensuelle. Voilà, le débat est quand même lancé. Christian. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, on a une vraie capacité à amorcer pendant un certain temps, à être présent. Et à un moment, on a besoin d'avoir les pouvoirs publics, en tout cas, qui s'emparent du sujet et qui se disent oui, c'est malin, et puis on peut tirer des bénéfices assez rapidement, sans passer parfois par cette complexité administrative qui fait que ça peut durer des mois, des années, et souvent de nombreuses années avant que le dispositif ait pu être adopté. Donc on a un vrai sujet entre le temps des start-upers, et en France on est très créatif, et puis la capacité du système, tant financé par le régime obligatoire que par la complémentaire santé, et particulièrement par le RO, parce qu'on a besoin qu'il s'engage pour ensuite être en capacité d'avoir des logiques de modélisation financière qui soient acceptables. Parce qu'il y a l'universalité d'un côté, et puis tout ce qui a trait à la mutualisation qui est porté côté assureur et plateforme de santé. Docteur Ouzelstein, vous souhaitez réagir? Non, je partage complètement. Il y a un décalage entre, d'un côté, l'amorçage, l'accompagnement, etc. pour la start-up, et puis ensuite de se dire jusqu'où on va. Est-ce que c'est le rôle d'une mutuelle complémentaire d'aller sur ces sujets pour que la start-up puisse vivre? Nous, ce que l'on constate, on investit dans les start-up depuis 2018, grosso modo. On voit par an une centaine de startups. Alors, on n'investit pas dans toutes, bien évidemment. On a des moyens, somme toute, limités. Mais quand on va dans ces échanges, on se rend compte que la startup a besoin, à un moment donné, de ce coup de pouce avant que l'écosystème s'en approprie. Si on parle des solutions, par exemple, d'IA en radiologie, la plupart vont être rachetés, j'imagine, par un acteur, je ne vais pas les citer ici, mais un acteur de la radiologie. Il n'y a pas souvent à l'étranger, je ne sais plus qui a parlé, c'est M. Pont qui a parlé, je crois, souveraineté. Ouais, de ces solutions. Donc là aussi, c'est un petit peu dommage. Et on pourrait très bien imaginer que, par exemple, des solutions extrêmement performantes qui améliorent les pratiques, qui sécurise les pratiques. Je pense par exemple à une solution qui détecte les interactions médicamenteuses au niveau des ordonnances, qui représente un vrai coût pour la sécurité sociale. On pourrait très bien imaginer que ce type de solution
bénéficie là, d'un coup de fouet de M. Pont pour que ce soit intégré directement. Alors, c'est en train de l'être. Je pense que Mme Cazeneuve voit de quoi je parlais. Si on parle de Synapse Médecine, qui devrait être, de mon point de vue, intégré d'emblée dans tous les logiciels d'aide à la prescription pour sécuriser ces pratiques. On va laisser un temps les startups. Quand on a préparé avec tous les deux, vous avez eu la même réflexion qui m'a semblé intéressante. Vous avez dit tous les deux que le Covid a rendu le système plus agile, ce qui peut sembler être un peu contre-intuitif, et en focalisant précisément sur une innovation qui n'est pas du tout sexy, qui est la téléconsultation. Enfin, plutôt, ce n'est pas une innovation, mais en tout cas, sa massification. Sa massification, c'est en 2017 que la massification s'opère. Je me rappelle, on était dans les précurseurs à porter le sujet et on s'est heurté, évidemment, tout ce qui est évolution à des protestations. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau système? Qu'est-ce que ça vient bouleverser? En quoi ça change les pratiques? Est-ce que c'est pertinent? Finalement, assez classique dès qu'on touche le changement. Et pour vous dire comment la Covid a changé les règles du jeu sur la téléconsultation, on faisait 4000 téléconsultations avant la Covid. La Covid, croissance 252% dans l'année. On a décru derrière, légèrement, de 20%. On était monté haut. Et aujourd'hui, on est à plus de 50 000 par an en téléconsultation. Donc on voit bien que la Covid, d'un seul coup, a rendu simple et accessible. Et on a fait fi de tout un tas de barrières que souvent on peut se mettre pour finalement aller très vite et puis bouger les lignes et installer ce dispositif qui était très innovant, qui aujourd'hui est très encadré, qui est très professionnel, qui embarque énormément de technologies et qui concourt à l'accès aux soins de manière très significative. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec vous. Nos assurés nous interrogeaient avant la crise sanitaire, avant la crise Covid. Je vais réaliser des téléconsultations. Est-ce que vous m'assurez pour ça? Bon, la réponse était bien évidemment oui. Et à partir de mars 2020, ça a été le flot, bien évidemment. Et alors, on avait été peut-être un petit peu précurseur, mais en tout cas, on avait intégré d'emblée dans nos contrats RCP, responsabilité civile professionnelle, la pratique de la téléconsultation. Mais pour revenir à votre question, c'est le modèle même de la bonne idée. Alors pas pour tout, bien évidemment, avec un encadrement et tout ce qu'il faut, mais c'est l'exemple même de la bonne idée pour aller vite, dès lors qu'il y a quelque chose, peut apporter une vraie plus-value pour améliorer la santé en France. Dernière question, finalement, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi les principaux freins pour que ces innovations... Vous levez les sourcils, Thierry. Oui. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Je pense, alors je vais forcément avoir une lecture très, très médicale ou professionnelle de santé, puisque on échange régulièrement avec nos assurés. L'envie de faire bouger les choses est présente du côté des professionnels de santé. Ça, il n'y a aucune solution. Et je pense que ce qui bloque, de mon point de vue, c'est cette espèce de lourdeur, de chape, un petit peu de complexité. Je ne sais pas si c'est propre à la France, mais en tout cas, il y a une espèce de complexité dans tout un tas de domaines, du réglementaire jusqu'au financement et surtout au déploiement par la suite. Et là aussi, on peut souhaiter une espèce de choc de simplification. Mais tout à l'heure, Dominique Pont évoquait l'article 51, ce qui peut permettre de faire des expérimentations. Mais vous trouvez que c'est un fourre-tout? L'article 51, on en voit beaucoup passer avec des assurés qui nous disent voilà, je voudrais faire ça, est-ce que vous m'assurez pour ça? La réponse est bien évidemment oui. Mais un exemple, un de nos assurés ophtalmo à Cayenne m'a interrogé récemment sur un article 51 pour faire un type de chirurgie au cabinet, en article 51. Quand il m'a transmis, bien évidemment, je lui ai demandé tous les documents, etc. Quand j'ai vu la taille du PDF qu'il m'a envoyé, parce que tous les documents qu'il avait dû recueillir, etc., il a dit faites-le, on s'arrangera derrière. Si moi, chez MACSF, je devais faire la même chose pour le moindre projet, mais on n'avancerait pas. Ouais. Donc voilà, il faut un choc de simplification. Christian. Alors, il y a plusieurs choses qui bloquent. Dans les choses qui bloquent, je voudrais partager un récent sondage sur ce qu'attendent les Français de leur complémentaire santé
et des services qui sont embarqués dans les complémentaires. C'est 76% les juges utiles et 62% aimeraient qu'ils soient davantage connus. Donc en fait, on a un vrai sujet à la fois de communication, d'une part, mais dans un contexte qui est très compliqué. Je ne vais pas ouvrir la boîte du sujet des données de santé, qu'elles soient primaires, secondaires et autres. Mais quand vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'informer un assuré quand on a une information dans un flux, pour lui dire qu'il peut avoir des services qui vont lui maximiser ses chances, ou lui simplement l'informer, lui rappeler de tout ce dont il bénéficie dans son contrat santé. Donc je pense que le sujet de la data est un vrai sujet de fond, sur lequel on a en France intérêt à probablement la penser plus efficacement, avec un maximum de sécurité toujours, pour permettre justement de pouvoir pousser les services et d'accompagner le mieux possible les bénéficiaires des contrats aujourd'hui et les assurés d'aujourd'hui et demain potentiellement les patients. Vous voyez, on parlait de prévention. Madame Cazeneuve a évoqué la prévention et parlait du nombre d'ALD. Alors, le mieux, c'est de limiter le nombre d'ALD et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avant en prévention primaire, comment est-ce qu'on peut sensibiliser. Alors, on essaye de communiquer, mais on a aussi besoin que tout l'écosystème sache que les complémentaires santé, les plateformes de santé sont des acteurs importants de l'écosystème qui peuvent contribuer à améliorer l'accès aux soins. Et ça, c'est un travail qui est indispensable si on veut relever le défi de cette santé qui rentre définitivement dans une nouvelle ère à une vitesse absolument folle. Merci à tous les deux. On peut vous applaudir Merci. chaleureusement. Merci beaucoup. Cette soirée des hôpitaux s'achève. Merci d'y avoir assisté. Merci à tous nos invités pour la qualité de leurs interventions. On va faire place à présent aux échanges informels et probablement à quelques agapes. À l'année prochaine. Merci beaucoup.